J'aimerais commencer par vous lire un extrait d'un article de Bloomberg qui date du 25 février 2023, qui parle de la transition énergétique allemande, qui parle du plan allemand pour effectuer sa transition. Et ça dit, l'Allemagne fait face à un défi de plus de 1000 milliards de dollars, pour combler son déficit énergétique massif. Et dans cet article, on parle de la transition nécessitera l'installation de panneaux solaires couvrant l'équivalent de 43 terrains de football et 1600 pompes à chaleur chaque jour. Il a également besoin de construire 27 centrales éoliennes onshore et 4 offshore par semaine, selon la liste des souhaits présentés par le chancelier Olaf Scholz lors d'une des récentes visites au siège de Volkswagen. Donc, 1000 milliards en 7 ans, parce que c'est pour 2030, jusqu'à 2030. Est-ce que ça vous paraît jouable? Alors, du point de vue métallique, non. Alors, ce scénario-là, peut-être, puisqu'on parle d'un pays, d'un programme, d'un plan. Donc, on ne peut pas juger, effectivement, des capacités de l'Allemagne, puisqu'on parle de ce pays en l'occurrence, en termes d'approvisionnement métallique pour assurer ce programme-là. Effectivement, alors, en tous les cas, ce type de scénario et ce type d'annonce, on les retrouve à l'échelle internationale, pas seulement effectivement en Allemagne, alors en Europe. Récemment, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du programme Fit for 50, Paré pour 55, qui est un programme européen, alors qui aujourd'hui... 55, pardon. Qui en fait est un programme européen qui est donc dans le prolongement du Green Deal de 2019, le pacte vert de l'Union européenne. Et effectivement, il y a un certain nombre de mesures. Alors, le Paré pour 55 a vocation d'amener à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% en comparaison aux émissions de 1990. Donc, c'est des objectifs qui sont extrêmement ambitieux et effectivement, vous l'avez mentionné, ces objectifs se concrétisent, en l'occurrence se matérialisent ou se concentrent sur le déploiement notamment du photovoltaïque, qui est un des grands, on va dire une des grandes technologies mises en avant dans ce type de programme, de l'éolien, vous en avez parlé, onshore et offshore, et puis également d'autres technologies, mais un petit peu moins en fait. On pourrait parler bien sûr des véhicules électriques, voilà. Donc c'est dans le prolongement logique, en tous les cas ce type d'annonce. Alors effectivement, pour répondre à votre question, c'est quand même très important en termes de déploiement et en termes de quantité de métaux nécessaires pour alimenter ces dispositifs. Donc effectivement, oui, c'est très important, mais c'est pas étonnant que l'Allemagne prenne ce genre de position quand on regarde effectivement le fameux Fit for 55 de l'Europe ou des annonces américaines ou des annonces d'organismes tels que par exemple l'Agence internationale de l'énergie. Donc ça, effectivement, il faut l'avoir en tête par rapport à ces objectifs-là. Alors après, il y a plusieurs choses dans ces programmes. Si on reprend, alors si on se met vraiment, moi j'ai toujours tendance à regarder la question plutôt du côté de l'échelle internationale, puisque notamment les filières minérales et métalliques, ce sont des filières qui sont nécessairement mondialisées. Donc c'est toujours bon, quand on parle de grands scénarios d'approvisionnement et d'implication en termes métalliques, de se positionner à une échelle internationale. Dans les faits, les premiers scénarios, alors il y avait des premières annonces qui avaient été faites, j'en avais rapidement parlé la dernière fois qu'on s'était vu, donc en 2017, qui avaient été faites donc en 2017 par la Banque mondiale. Et puis il y a des scénarios actualisés qui ont été proposés par l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, en 2021. Donc ces scénarios, effectivement, expliquent que donc, parmi les grandes informations que l'on pourrait retenir de cette étude, bien sûr, c'est une étude très importante, hein, donc je ne vais en faire qu'une très brève synthèse ici, mais parmi les éléments majeurs, en fait, l'Agence donc internationale de l'énergie établit deux grands types de scénarios, donc qu'on appelle les STEPS et les SDS. Donc, les STEPS, c'est le scénario des politiques déclarées.
Et le SDS, c'est le scénario de développement durable. Donc, en fait, donc le scénario des politiques déclarées, ça s'entend bien. Hein, c'est ce que les États et les entreprises annoncent faire actuellement, dans l'état actuel, donc en l'occurrence en 2021. Et puis, vous avez le SDS, qui est le scénario de développement durable. Et dans ce cadre-là, vous avez en fait des pronostics qui sont faits en termes de déploiement d'énergie dite renouvelable. Donc pas seulement, puisqu'il est aussi question de véhicules électriques, il est aussi question de réseaux électriques, il est aussi question de systèmes de stockage stationnaire notamment, donc batteries de stockage stationnaire d'énergie, pour être précise. Et donc du coup, dans ces scénarios-là, donc à l'époque, donc en 2021, il est notamment fait mention d'une augmentation, donc vous voyez, on va retrouver des chiffres qui se rapprochent de ceux que vous venez d'évoquer. On annonce une augmentation de la puissance installée à l'échelle internationale, donc à l'horizon 2040, j'insiste, c'est 2040 pour l'AIE, que multiplie 3 en éolien et en photovoltaïque. Donc il faut multiplier par 3 la puissance éolienne et photovoltaïque installée à l'horizon 2040. On est en 2021, à l'horizon de 20 ans, vous imaginez, c'est gigantesque. Et au même horizon, on est sur une multiplication de la quantité de véhicules électriques produits que multiplie 25. Ça, c'est le scénario de 2021. J'avais entendu dire qu'il fallait à peu près sortir du sol autant de matériaux que depuis l'âge de fer, c'est ça? Alors, exactement. Je peux me permettre de périphraser donc Olivier Vidal, une publication de 2018. En 2018, en fait, il disait que la quantité totale de métaux à produire, donc lui il disait pour les 35 prochaines années, donc on était en 2018, donc ça correspond à peu près à la même période, hein, jusqu'en 2050, serait équivalente à la quantité totale de métaux, donc toujours une quantité cumulée de métaux produites depuis l'Antiquité. Donc c'est des ordres de grandeur qui sont absolument gigantesques en fait. Faut s'imaginer. Alors bien sûr, quand on lit sur le papier, que ce soit un rapport de l'AIE ou dans une publication scientifique de Vidal, forcément ça nous paraît pas. On se dit c'est impressionnant. En fait, c'est gigantesque en fait les taux que ça représente. En fait, il faut savoir aussi que là vous avez donné un exemple qui est lié au plan de transition. Donc on a parlé du rapport de l'AIE. On pourrait aussi parler, on pourra le développer si vous le souhaitez, des scénarios un peu plus précis qui ont été faits, qui sont basés sur les scénarios de l'AIE qui ont été proposés par Grégoire Evanacker en 2022 dans le cadre d'une étude conjointe de KU Leuven et Eurométaux. Mais indépendamment de ça, déjà, il faut quand même se rappeler à quel point c'est énorme en fait. Indépendamment des plans de transition énergétique, donc si pour l'instant on les met de côté, d'accord, on ne réfléchit pas à ce que va représenter cette demande massive qu'on vient de décrire. Si on se place déjà actuellement en termes de croissance métallique et on essaye d'avoir un petit peu de rétrospective, donc on va dire à notre échelle, c'est-à-dire depuis 1950. La consommation métallique, donc encore une fois, indépendamment des plans de scénario dont tout le monde parle actuellement, des plans de transition ou des scénarios de transition qui sont évoqués indépendamment de cela. Si on regarde sur la période 1950-2020, donc sur une période de 70 ans, et qu'on regarde l'augmentation des productions métalliques. Systex, nous, on a regardé donc les données à partir donc du United States Geological Survey, l'USGS, donc qui sont les données mondiales de production les plus connues, les plus accessibles. En fait, on a regardé 8 métaux, on va prendre le fer, parce que souvent c'est un peu le parent pauvre, c'est le moins sexy, alors que pourtant il est absolument essentiel partout, c'est le fer et l'acier. Un fer et l'acier, c'est à peu près 1 milliard de tonnes produites chaque année, c'est gigantesque ce que ça représente. Le monde de la sidérurgie, c'est un énorme monde, c'est une énorme industrie. Quand on regarde en fait sur la période 1950-2020, la quantité de fer a été multipliée par 11. Et la consommation énergétique pour transformer ce fer, vous le savez ou pas? Non, je pourrais pas vous. Alors c'est très variable, puis ça va dépendre du type d'acier, voilà. Donc je veux pas donner de chiffres parce que je vais vous dire des bêtises, mais en tous les cas, c'est très important. La sidérurgie c'est très important aussi parce que pour faire de l'acier, on a besoin certes de minerais de fer, mais on a aussi besoin de charbon, que du coup on a besoin d'acierie, que beaucoup connaissent parce qu'il n'y a pas si longtemps il y en avait encore beaucoup sur nos territoires et en particulier en France, et donc en l'occurrence en fait, c'est des très gros émetteurs de gaz à effet de serre, on le sait, notamment, voilà, ça c'est quelque chose qui est connu. On sait que le monde de l'acier est dans toutes les filières métalliques et minérales, un des secteurs qui pèse le plus en termes énergétiques et en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Donc voilà, si vous prenez le fer, on a multiplié par 11. Alors après, on a poussé en fait l'étude à regarder le taux de croissance annuel. C'est-à-dire on a pris une année à une autre, on a regardé le taux de croissance annuel, on l'a fait sur l'année suivante, etc. pendant 70 ans et on a fait un taux de croissance moyen. Le taux de croissance moyen, c'est 3,7%. Alors 3,7%, quand on regarde ça par exemple sur le fer, on se dit bon, 3,7% c'est rien. Attention, un taux de croissance constant de 3%. Chaque année, on va dire, si je garde le taux, si j'augmente pas le taux et je le garde à 3%, c'est-à-dire que vous doublez la production en 25 ans. Un taux de croissance de 5%, c'est un doublement de la production en 15 ans. 15 ans, c'est rien 15 ans, c'est même pas une génération. Donc, il faut s'imaginer qu'il y a déjà un phénomène, alors je vous le donne pour le fer, mais c'est valable pour le cuivre, c'est Q multiplie 9 avec un taux de croissance de 3,2, enfin temps de croissance moyenne annuelle de la période 1950, et puis l'or c'est pareil, hein, vous êtes Q multiplie 3 la production depuis 1950 avec un taux de croissance de mémoire de 1,9%, enfin encore une fois un taux de croissance moyen annuel, bon bref. Donc, en fait, vous êtes sur des taux qui sont déjà gigantesques et en fait, tout le monde s'accordait déjà à dire qu'on avait une croissance exponentielle. C'est exponentiel. Quand vous avez des taux de croissance comme ça, même constants, à 3, 4, 5%, à la fin, ça vous fait une courbe exponentielle. Qu'on était déjà, si vous voulez, sur une tendance exponentielle. Tendance qui inquiétait déjà les gens, puisqu'on connaît, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu, les externalités, enfin les impacts extrêmement graves de ces filières. Donc, on le savait déjà, si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument, pour moi, avoir en tête, parce que avec une autre aussi dynamique qui est intéressante, donc, et après on va rajouter les plans de la transition, c'est pour ça qu'on va arriver sur des scénarios qui sont complètement, excusez-moi du terme, mais délirants. C'est-à-dire qu'en parallèle de ça, du coup, donc de cette augmentation exponentielle, on s'est retrouvé en plus, si vous voulez, à constater qu'on avait des effets un peu dopants. Donc à partir des années 2000, notamment, donc c'est hier, hein, les années 2000, notamment avec la poussée des technologies de l'information et de la communication, des technologies du numérique, donc on a encore poussé. C'est pour ça que par exemple, vous avez des substances, on a des taux de croissance qui sont absolument hallucinants. On a étudié par exemple le gallium. Bon, on a les chiffres de production qu'à partir de 1973 pour le gallium, entre 1973 et 2020, on n'est que multiplie de mémoire, on doit être que multiplie 20 et on a des taux de croissance à 10,3 quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, vous voyez, on a en plus des phénomènes de dopage. Enfin, de dopage. On a des poussées en fait. Donc ça veut dire qu'en fait on est arrivé, vous voyez, on est au maximum de ce qu'on est déjà en capacité de faire, parce qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire en termes d'intensité matérielle. Sauf que ce que dit l'UNEP, c'est quoi? C'est que ça va s'intensifier. Plus le temps va avancer, plus pour créer un point de PIB, si vous voulez, schématiquement, en tout cas pour créer de la croissance économique, on aura besoin de faire appel à une grande quantité de matières premières minérales. Et ça va être de pire en pire. Donc, on a déjà cette croissance exponentielle, pof, on rajoute ces tendances d'intensité matérielle croissante, et ça suffisait pas, pof, en 2020, pouf, on rajoute en plus les plans de transition. Alors là, on n'est plus sur de l'exponentiel, hein. Là c'est vertical, hein. Les croissances qu'il faut atteindre, là c'est plus exponentiel, parce qu'effectivement, comme vous le mentionnez à l'instant, on est sur des scénarios qui sont, alors, allez, on va dire extrêmement ambitieux. Personnellement, je me le permets, je trouve ça délirant, les plans qui sont aujourd'hui annoncés en matière de métaux, parce que c'est des quantités, enfin, pour annoncer des quantités, de modéliser en disant on va correspondre, enfin on va respecter les accords de Paris et donc on va déployer je sais pas combien d'éoliennes, je sais pas combien de panneaux photovoltaïques, je sais pas combien de véhicules électriques. Il y a des réalités matérielles qui sont énormes et on était déjà dans un contexte contraint en fait. C'est ça qui est terrible. Il suffit pas juste de dire bah écoutez c'est pas grave, bon allez, transition oblige. Voilà, il aurait déjà fallu agir en réduisant avant même de parler de plan de transition métallique qui eux présentent des scénarios qui sont complètement dantesques. Alors, pour ces scénarios dantesques, j'en tiens pour preuve, donc comme je vous l'annonçais tout à l'heure, donc une étude très récente, donc c'est Grégoire et Van Aken de 2022, donc KU Leuven et Eurométaux, ce rapport donc qui en fait reprend, comme je vous le disais, les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie et qui en fait les applique au territoire européen en regardant ce que ça peut donner en fonction aussi de ce que pourrait produire l'Europe, des besoins qu'elle a, voilà, quelque chose qui soit un peu plus spécifique au territoire européen, avec aussi une mise en parallèle avec la demande globale. Donc c'est vraiment un rapport très intéressant, très très fourni, très très documenté. Voilà, j'incite vraiment toutes les personnes à lire. Il est un peu long, un peu dur à lire, mais il est vraiment très intéressant. Et en l'occurrence, donc dans ce rapport,
Il est notamment donc fait mention de l'application de ces scénarios. Donc on nous annonce, c'est quand même fou. Enfin, les gens qui écrivent ces rapports, ils vont jamais dans des mines, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, ils nous annoncent, par exemple, donc ils nous expliquent que ils étudient donc 11 technologies liées aux énergies renouvelables. Alors, ils incluent notamment le nucléaire. Bon, pas bien ce qui est renouvelable dans le nucléaire, mais enfin bon, admettons. Donc on va prendre le nucléaire, et ensuite donc vous en avez 11. Alors vous en avez 11. Donc vous avez le nucléaire, le photovoltaïque, les centrales solaires thermiques, donc on oublie un petit peu, mais qui sont importantes dans le domaine des énergies renouvelables, l'éolien. La bioénergie, donc les trucs avec des plantes, quoi. Ensuite, vous avez la bioénergie. Ensuite, vous avez bien sûr, du coup, la géothermie, j'allais l'oublier, l'hydraulique, évidemment, les réseaux électriques, les systèmes de stockage stationnaire, les véhicules électriques et l'hydrogène. Donc, ils prennent ces 11 technologies, ils regardent, ils estiment, et c'est déjà super bien ce qu'ils ont fait, ils regardent la quantité de métaux pour 29 substances, alors hors fer et acier. Vous me faites peur. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non. Donc ils prennent ces 11 technologies, ils prennent les 29 substances, donc encore une fois hors fer et acier. Et ça c'est important parce que fer et acier c'est quand même, voilà, c'est l'assise du monde métallique, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'acier, il n'y a rien du tout, quoi. Donc bref, donc voilà, donc hors fer et acier, et donc ils prennent les 29 substances. Et ils vous disent, bon alors écoutez, par rapport, donc si on regarde par substance par exemple, ils vous disent bah, c'est pas compliqué, donc compte tenu, donc ils se placent dans le fameux scénario développement durable. Hein. Donc pour rappel, le scénario développement durable, c'est atteindre des objectifs des accords de Paris, donc avec réduction des émissions nettes à l'horizon 2050, enfin 2060 pour la Chine et 2070 au plus tard pour les autres pays. Mais en gros, c'est à peu près ça le scénario. Les engagements sont tenus, les engagements des accords de Paris sont tenus. Avec ce scénario-là, du coup, ils vous disent, bah, par rapport à la demande totale de 2020, donc par rapport à la quantité de métal qui avait été demandé en 2020, eh ben on va multiplier, donc par exemple pour le lithium, que multiplie 21 en 2050. 21. Ah, diable. Comment diable voulez-vous qu'en 30 ans, on multiplie par 21 la production qui était déjà très élevée, compte tenu des éléments que je viens de vous fournir précédemment, on était déjà au taquet du lithium. Hein. Et donc du coup, on vous dit, mais il faut multiplier par 21. Les Péruviens, ils sont déjà au taquet, là. Il faut multiplier par 21. Il faut multiplier par 4 le cobalt. De mémoire, il faut multiplier par 4 le dysprosium. Il faut multiplier par 2 le nickel. Alors, quand moi, c'est Assistex, donc l'association que je représente, on a bien sûr un certain nombre de contacts dans des entreprises. Excusez-moi, je te ris, mais j'en ai besoin parce que sinon je pleure. Et du coup, je vais pas pleurer devant vous, donc je vais rire à la place. Et donc, du coup, on a des contacts dans des sites miniers, de gens qui travaillent dans des sites miniers à différents postes. Et quand on leur annonce ce genre de chiffres, mais les gens, ils nous disent, mais on est déjà au maximum de ce qu'on peut faire en termes de productivité métallique sur les sites miniers. On a des contraintes qui sont énormes, des taux de rentabilité qui sont gigantesques. Vous imaginez pas qu'en un claquement de doigts, on va réussir en fait à produire 4-5 fois plus. Enfin, c'est extrêmement compliqué, si vous voulez. On va ouvrir. Donc du coup, c'est pour ça. Bon, on va dire métaux critiques quand même si ce terme, il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions. Donc du coup, ils regardent ces métaux-là et ils regardent donc les mines de ces métaux, des mines où il y a plusieurs métaux dont ces métaux, puis des mines où il n'y a pas ces métaux. Ils font la somme, ils regardent et en fait, ils concluent quelque chose de très important, ces gens. Ils disent, bah, écoutez, l'emprise sur les zones naturelles, les forêts, donc principalement, c'est des zones naturelles protégées qu'ils évoquent, ainsi que des zones de forêt primaires, etc., est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, notamment liée au projet qu'on envisage de développer pour assurer la transition écologique, et bien du coup, on va se retrouver dans des espaces qui sont très reculés, des zones protégées, des forêts primaires, des zones machin. Et donc, ils alertent sur ce point-là, et ensuite, ils ajoutent une conclusion qu'il faut bien avoir en tête. Parce qu'on ne pourra pas dire « on ne nous l'avait pas dit ». Ces auteurs disent les conséquences des activités minières menées pour le compte de la dite transition énergétique pourraient dépasser les impacts que l'on a souhaité éviter avec la mise en place des dits dispositifs. Ah, c'est bon ça. Genre en gros, c'est
Si on ne fait pas, c'est pire. Si j'ai bien compris. Alors, les impacts qu'on a, en gros, les impacts qu'on a, voilà, les impacts qu'on souhaite éviter. Donc, en gros, on dit il faut mettre en place, schématiquement, il faut mettre en place des dispositifs de la transition énergétique partout où c'est possible pour réduire les émissions de gaz à effet de serre parce qu'on fait face à une urgence climatique et que ça va avoir des impacts environnementaux majeurs. Okay, les impacts environnementaux majeurs, là, qu'on essaye d'éviter par le recours à la transition énergétique, en faisant appel à tous les métaux et les matières premières minérales pour alimenter ce plan de transition, les impacts pourraient probablement dépasser ceux qu'on essayait d'éviter avec ces fameux dispositifs. Oui, mais